Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Dans ce troisième et dernier hors-série de l'été, je vous présente Manon, qui est aujourd'hui étudiante et accompagnée au quotidien par Super Lexi, sa chienne d'assistance éduquée par Andy Chien. Atteinte de paralysie cérébrale, due à sa grande prématurité, Manon est en fauteuil roulant depuis ses 6 ans et s'est rapidement tournée vers Andy Chien après avoir quitté le domicile familial pour poursuivre ses études. Mais quel est le rôle de Lexi auprès de Manon ? Quelle aide lui apporte-t-elle au quotidien ? Du départ de chez ses parents à sa vie aux côtés de Lexi, Manon nous raconte comment cette demande de chien d'assistance lui a apporté bien plus qu'une aide face à son handicap. Elle nous explique aussi, par quelques exemples choisis de sa vie d'étudiante, ce que lui permet de réaliser Lexi aujourd'hui afin d'avoir un quotidien le plus fluide possible et le tout malgré son handicap. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Manon. Bonjour. Comment vas-tu Manon Ça va. Ça me fait plaisir de te recevoir sur mon podcast qui s'appelle Futur Chien Guide, mais aujourd'hui, encore un petit bonus de l'été, on va parler d'autre chose puisque tu es accompagnée aujourd'hui, on en parlera longuement de Super Lexi, comme on l'appelle, qui est un handi chien. Mais avant de parler de Lexi, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, moi, c'est Manon, j'ai 22 ans, je suis une étudiante en licence de biologie à Paris et je suis... Il y a Lexi qui s'opère à côté. Je suis handicapée de naissance, j'ai une paralysie cérébrale suite à une naissance prématurée. Donc, en gros, c'est une lésion au cerveau qui entraîne principalement un handicap moteur, donc de sévérité variable. Dans mon cas, je suis principalement en fauteuil roulant électrique. J'ai aussi du mal à tenir assise, certains mouvements compliqués avec les bras et des troubles de l'orientation dans l'espace qui sont liés aux lésions neuro en fait par rapport à la gestion de l'espace. Donc voilà, Lexi m'aide par rapport à ce quotidien qui est un peu plus compliqué. Alors justement, par rapport à toutes tes spécificités, Lexi est donc rentrée dans ta vie à un moment, mais comment tu as connu Andy Chien ? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais toujours en tête ou tu l'as découvert sur le tard ? Alors en fait, moi, comme je suis du coup handicapée de naissance, j'ai toujours été dans le monde du handicap. Et par d'autres personnes qui ont le même handicap que moi, je connaissais depuis enfant en fait. Très jeune, l'association Andy Chien. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, mes parents m'avaient proposé d'avoir un Andy Chien. À l'époque, j'avais refusé. À quel âge ils t'avaient proposé ? À 5-6 ans, je crois. Et donc, en fait, à l'époque, je dépendais pour les gestes du quotidien de mes parents. Mais à l'époque, j'avais pas conscience vraiment que je dépendais de mes parents. Donc, je voyais pas l'intérêt d'être aidée par un chien. Et puis, j'avais un peu peur. Je m'imaginais un peu un chien avec des gestes brusques et tout. Et donc, ça en était resté là. Puis, j'ai continué ma vie, etc. Puis, à la majorité, j'ai quitté le domicile familial. Et là, en fait, il s'est passé 2 choses. Alors, prendre son indépendance, c'est top. Mais en fait, il s'est quand même passé que le handicap, c'est fatigant. Avec mon handicap, on a une fatigabilité importante parce qu'il y a pas mal de gestes qui sont pas automatisés. Du coup, faut y penser constamment et de manière consciente. Et en fait, je me suis rendu compte que le quotidien seul, c'était particulièrement fatigant. Et en parallèle, en fait, ma santé s'est dégradée. À ce moment-là, j'avais pas encore conscience que mon handicap pouvait se dégrader à l'âge adulte. Et en fait, je suis devenue, en quelques mois, beaucoup plus fatigable, beaucoup plus douloureuse qu'avant. Et ça a continué, ça s'est pas stabilisé vraiment. Et je me suis dit à ce moment-là que fallait que je change quelque chose dans mon quotidien pour que mon quotidien soit plus simple. En fait, Andy Chien, c'était resté dans un coin de ma tête. Ouais. Et là, je me suis dit, ça serait peut-être une piste. Donc, j'ai commencé à faire des recherches parce que c'est la magie des réseaux sociaux. Tu peux avoir plein d'infos, échanger avec beaucoup de personnes qui ont le même handicap que moi parce que c'est un handicap fréquent, font des soins d'assistance. Et assez vite, en faisant mes recherches, j'ai réalisé que ça pourrait vachement m'aider. Mais le truc qui m'a pas mal fait peur, enfin, voilà, où je me suis posé des questions, c'est que j'avais peur de pas pouvoir gérer le chien. En fait, assez vite, j'ai été persuadée que le chien pourrait beaucoup m'apporter, mais j'avais peur de pas pouvoir, parce que comme je vis seule, même si j'ai des aides, des auxiliaires et tout, le chien, c'est une responsabilité. Faut s'en occuper. Je voulais pas, en plus, demander à tout le monde de m'aider par rapport au chien.
Je voulais être autonome sur ce point-là. Donc pendant des mois, je me suis demandé comment on accrochait la laisse du chien au fauteuil, si j'étais capable de donner les croquettes, de la brosser, enfin voilà, tous les trucs classiques en fait qu'on fait avec un chien. Ouais, de t'en occuper au final. Ouais, voilà, du quotidien. Donc, pendant des mois, j'ai réfléchi dans ma tête à comment faire ci, comment faire ça par rapport à mon handicap. Et quand j'étais presque sûre que je pouvais potentiellement m'en occuper, j'ai envoyé le fameux dossier avec impatience et ça a pris plusieurs mois, disons, de réflexion. C'est quand t'es partie du coup de chez tes parents, donc tu es à Paris, quand tu es arrivée dans cette résidence universitaire, c'est ça, hein, il me semble, dans toute autonomie. Enfin, à l'époque, j'étais en classe préparatoire, du coup, j'étais dans une résidence spéciale, mais bref. Et donc c'est à ce moment-là où tu t'es dit ouais, que t'avais quand même un peu d'aide. Ouais, que c'était trop compliqué le quotidien et que voilà, je voulais du changement dans ma vie avec mon état de santé qui se dégradait. Donc voilà, Lexi est arrivée dans une période de ma vie plutôt compliquée en fait, paradoxalement, même si c'est une super aventure. Oui. Et après, j'ai eu de la chance parce qu'entre le moment où j'ai donc enfin, on dit chien, c'est pas comme pour les chiens guides. On remplit d'abord un dossier, on explique notre handicap et pourquoi on aimerait un chien. Donc tout ce dossier-là, toi, tu l'as fait toute seule ? En fait, j'ai fait le dossier, qui est un dossier écrit, et après j'ai prévenu mes proches que j'avais envoyé un dossier. Ok. Voilà, donc c'était vraiment une aventure super personnelle. Enfin, donc voilà. Après, mes parents n'étaient pas totalement surpris ils étaient surpris parce que ça faisait 10 ans qu'on n'en avait pas parlé, mais ils connaissaient déjà le principe. C'était en quelle année que t'as fait ce dossier du coup ? J'étais après mon année de prépa, j'allais rentrer à la fac. D'accord. Et donc en fait, quand on envoie le dossier, il y a une commission qui regarde si le handicap pourrait correspondre à ce que peut apporter un chien d'assistance. Ouais, aux missions en fait d'un handi-chien tout simplement. Et après, en fait, si ça a du sens, on a un entretien à domicile. Et là, c'est un long entretien qui dure longtemps. Moi, ça a duré plusieurs heures. Mmh. Où on nous demande en fait un peu de décrire un peu toute notre vie, notre mode de vie, si on sort beaucoup, si on sort pas beaucoup, Mmh. si on sort avec des cannes, un ambulateur, un fauteuil. Voilà ce qu'on attend du chien. On parle aussi de notre motivation. Ouais. Après cet entretien-là, notre dossier est refusé ou accepté. Donc moi, il a été accepté, donc j'étais déjà super heureuse. Bah j'imagine. Voilà, je me souviens quand j'ai reçu le mail disant que mon dossier était accepté, j'étais en train de réviser mes partiels dans une bibliothèque universitaire et tout ce que j'avais envie de faire, c'était de sauter partout et d'appeler tous mes proches, voilà. Donc ça, c'était super. Et après arrive la deuxième partie, qui est nécessaire aussi, mais qui est dure en tant que bénéficiaire, futur bénéficiaire d'attendre. C'est en gros, il faut attendre le bon chien. Disons que on remet pas, c'est comme les chiens guides, n'importe quel chien à n'importe quel bénéficiaire, il faut que ça matche. Il faut que, par exemple, moi j'habite en ville, donc c'est quand même, enfin Paris, c'est quand même assez particulier. Il y a beaucoup de bruit. Je vais à l'université, il faut que le chien puisse aller à l'université. Ça fait pas mal de critères. Mmh. Et donc là, on attend qu'on dit chien et plusieurs chiens qui pourraient nous correspondre pour qu'on les rencontre. Et moi, j'ai eu de la chance parce que cette attente a pas duré trop longtemps. Mmh. Entre le moment où j'ai envoyé le dossier écrit et le moment où j'ai fait le stage, donc l'étape d'après avec son chien. Le stage de remise. Ouais, ça a duré 1 an, ce qui est vraiment peu, enfin, ce qui paraît une éternité quand on attend, mais ce qui est peu. Et après, on rencontre les chiens. Donc moi, j'avais rencontré 3 chiens. En fonction de nous, ce qu'on a ressenti, ce que les éducateurs voient, on nous match un chien ou pas. D'ailleurs, ça arrive qu'il faille en rencontrer d'autres. Et après, c'est le moment un peu difficile où on repart pas avec le chien tout de suite. On adorait, Ouais. mais on repart pas avec le chien. Et là, on a un stage, genre c'était avant le Covid. Donc c'était des stages avec une dizaine de binômes. Enfin, moi, il y en avait 15 à mon stage. 15 binômes chiens d'assistance ou chiens d'éveil. Et là, pendant 15 jours, on est sur un lieu de stage. On est en autarcie vraiment avec les autres futurs bénéficiaires et les éducateurs. Et pendant 15 intenses jours, on apprend à s'occuper de nos chiens. Autant à jouer avec eux qu'à donner les commandes. Et au bout de 15 jours, là, on repart avec notre chien. Et donc là, c'est la nouvelle vie qui commence en étant accompagnée. C'est la nouvelle vie qui commence, mais il y a quand même une période d'adaptation. Faut que le chien il s'habitue à nous, que nous on s'habitue aux chiens. Parce qu'il faut pas oublier que les chiens, quand on nous les remet, ils ont 2 ans. Donc 1 an et demi en famille d'accueil et 6 mois en centre, où ils apprennent les spécificités liées
à l'éducation, donc chien d'assistance pour handicap moteur, chien d'éveil, chien pour détecter les crises d'épilepsie. Et donc quand les chiens, on les a, ils sont déjà adultes, ils ont déjà leur caractère, le lien ne se crée pas. Enfin, tout de suite, j'ai adoré être avec mon chien et tout. Mais voilà, faut que le chien il apprenne à nous connaître. Il était attaché à son éducateur avant, mais c'est quand même top. Parmi les 3 chiens que tu avais rencontrés au centre, ça a tout de suite matché avec Lexi ou comment ça s'est passé pour toi? Alors déjà, il y avait un chien qui s'est pas du tout intéressé à moi. D'accord. Donc voilà, déjà c'était un de moins. Et après, les autres chiens, il y avait un labrador et Lexi. Et moi, j'avais bien matché avec les deux. J'avais une préférence pour le labrador, mais en fait, il s'est avéré qu'ils avaient peur qu'il soit trop speed pour moi, parce qu'avec mon handicap, je peux pas gérer un chien vif. Comme c'était aussi mon premier chien et que je sors quand même pas énormément, je suis quand même assez casanière et tout, fallait mieux un chien calme pour moi. Donc le choix s'est porté sur Lexi assez naturellement en fait. Oui. Et donc tu es repartie de ce stage il y a quelques années maintenant? Ouais. Parce que tu as Lexi depuis combien de temps? Ça va faire 4 ans bientôt. Comment se sont passés les premiers temps avec Lexi? Les premiers temps, alors Lexi est un chien super câlin, super joueur, super proche de l'homme. Moi, faut savoir que quand on demande à avoir un chien, on nous demande un peu quel caractère de chien on aimerait, même si c'est pas forcément ça. Moi, j'avais demandé plutôt comme j'ai la capacité physiquement de faire des câlins à un chien et tout. J'avais demandé un chien très pot de colle et j'ai eu un chien super pot de colle. Donc, tout de suite avec Lexi, on a eu tout de suite une affinité parce que dès les premiers jours de stage, en fait, elle m'apportait déjà ses jouets pour jouer avec moi. Par contre, au départ, j'avais plus de mal à faire le côté travail et technique. Progressivement, j'ai pris mes marques et elle aussi. Et voilà, la petite phase de test et de je reteste les limites et est passée. Moi, j'ai appris à être plus ferme aussi parfois. Et finalement, avec le temps, elle a pris ses marques et moi aussi, et c'est top, quoi. Ouais, il fallait refaire connaissance. Voilà, par exemple, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils se rendent compte, moi j'ai eu Lexi, donc le stage c'était fin avril, début mai. Quand le stage est fini, je suis retournée en cours. Enfin, il me restait très peu de cours après mes partiels. J'ai pas emmené tout de suite Lexi à l'université. Au départ, elle restait chez moi. Donc on sortait ensemble le reste du temps, mais quand j'étais à la fac, les quelques heures, elle était chez moi pour que déjà, quand elle arrive avec moi, c'est perturbant parce que moi, elle me connaît pas, même si moi, je l'attends depuis un an. Elle ne m'attend pas, donc elle me connaît pas. Donc déjà, elle arrive avec moi. On ne catapulte pas tout de suite le chien, enfin, moi, dans mon cas, à l'université avec encore plein d'autres règles. On a pris notre temps, donc voilà, de s'adapter. Lexi est venue avec moi à l'université qu'en septembre. Donc, les premières semaines avec notre chien, elles sont plus ciblées sur l'attachement, faire connaissance que vraiment le travail, directement emmener le chien partout, de tous les lieux publics, parce qu'un chien d'assistance a accès à tous les lieux ouverts au public. Comme les chiens guides. Voilà, comme les chiens guides, mais dès le départ, moi, je l'ai pas emmené, en tout cas. C'est un truc un peu progressif parce que il faut pas oublier que le chien ne nous connaît pas et voilà, il faut laisser un peu de temps au chien. Ouais, il faut construire une relation déjà de confiance entre vous et ensuite ramener tout ce que tu dis, le travail. Moi, c'était aussi mon premier chien d'assistance et mon premier chien tout court. Donc, c'était aussi beaucoup de changements positifs, mais ça reste du changement pour moi aussi. De mon point de vue, gérer un chien quand on est en fauteuil, comme on est plus limité dans nos possibilités un peu à tous les niveaux. Déjà, être en fauteuil, se déplacer en fauteuil et être handicapé, c'est une logistique au quotidien. Avoir un chien d'assistance, c'est une logistique, même s'il nous apporte beaucoup d'autonomie, il y a certains réflexes à prendre. C'est aussi des marques à prendre et il faut un peu de temps, quoi. J'imagine. Mais je regrette pas, c'est top au quotidien. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien? Quels sont les éléments sur lesquels elle t'aide? Comment elle t'aide? Il y a plusieurs aspects sur lesquels elle m'aide. Il y a la partie purement technique, donc les commandes qu'on leur a appris. Donc là, ça varie selon le handicap. Dans mon cas, beaucoup de rapports d'objets. Donc, ou d'objets que je fais tomber, ou d'objets qu'elle connaît. Par exemple, je lui ai appris à reconnaître mon casque de musique, les chaussures. Ça, c'est des objets qu'elle peut aller chercher de manière volontaire, qui sont à des endroits précis chez moi. Après, il y a l'ouverture des portes, la fermeture des portes, donc avec ses pattes ou avec son museau. Ouverture des placards, fermeture des placards. Allumer la lumière, aider à se déshabiller, point très important, aboyer si je suis en danger. Donc plusieurs fois, moi j'ai un fauteuil roulant électrique, plusieurs fois mon fauteuil roulant électrique s'est bloqué
particulièrement un moment un peu stressant, c'est au milieu d'un passage piéton. D'accord. Donc là, on se sent tout d'un coup très vulnérable, l'autonomie du fauteuil et tout disparaît en 10 secondes. Ouais. Quand tout se bloque, il faut tout de suite appeler à l'aide pour que les gens... Parce que les gens voient pas forcément qu'on est en panne. Il y a rien qui indique que le fauteuil est en panne. Donc Oui. il faut savoir que moi, de par le fait que j'ai pas beaucoup de force, je ne peux pas parler fort. Donc là, je suis très contente que mon chien puisse aboyer pour alerter. Donc voilà, ça peut être aussi si je tombe, ça m'est déjà arrivé de tomber si j'ai besoin de quelqu'un et que la personne n'est pas juste à côté, aboyer, le chien aboie plus fort que moi que j'appelle. Que tu cries, oui. Ouais, voilà, que je ne crie. Ça, c'est au niveau de l'aide technique. Après, moi, j'ai appris des petites choses supplémentaires à Alexis, comme aller mettre, je suis en train de lui apprendre des habits dans le panier à linge sale, d'ouvrir la poubelle. Donc voilà, après, avec la patte, on peut encore... c'est ça qui est top, apprendre des choses au chien et ça amuse le chien. Donc voilà, ça, c'est vraiment pour la partie technique. Après, il y a d'autres aspects où elle m'aide beaucoup, c'est le côté, en fait, avoir un chien. Ce que je dis souvent, un chien d'assistance, avant d'être un chien d'assistance, c'est un chien. Donc, il apporte un peu ce que peut apporter, je suppose, un chien de compagnie. C'est-à-dire que, au quotidien, c'est de la bonne humeur. Voilà, si j'ai passé une journée où j'ai pas pu aller dans 3 endroits parce que c'était pas accessible et c'est très énervant, voilà, elle, en fin de journée, elle va m'apporter le jouet et tout, c'est mignon. Moi, avec mon handicap, je suis quand même assez douloureuse. Voilà, il y a des jours où j'ai pas envie de me lever, je suis épuisée. En fait, il faut se lever parce qu'il y a le chien, il faut le sortir, c'est ce que j'appelle des contraintes positives. Il faut sortir, même pas longtemps, et ça donne un dynamisme au quotidien qui est quand même top avec la maladie chronique. Donc voilà, ça c'est le deuxième aspect. Oui, elle te donne un rythme, du coup. Ouais, qui aide beaucoup avec la maladie, et c'est vraiment très appréciable. Et le troisième truc qu'elle fait aussi un peu naturellement, c'est le lien social, parce que quand on est en fauteuil, et encore plus quand on tient pas super bien assis, comme moi, quand on a des troubles de la déglutition et qu'on bave, qu'on n'articule pas toujours bien, les gens peuvent avoir peur, par méconnaissance, vraiment plus que par méchanceté, mais ça reste le résultat elle-même. Les gens, pas tous, hein, mais pas mal, ont peur de venir nous parler. Le chien, il casse cette peur parce qu'en fait, moi, ce que j'ai remarqué de mon expérience personnelle, c'est que les gens ont peur parce qu'en fait, une partie des gens ont peur que s'ils nous parlent, on comprenne pas, en fait. Parce qu'il y a une amalgame entre handicap intellectuel et moteur qui sont pas forcément corrélés. Et généralement, ils ont peur de venir nous parler, donc ils viennent pas nous parler, donc ils ont encore plus peur. Alors que quand il y a le chien, en fait, ils viennent nous parler du chien, sans même tilter qu'ils viennent parler forcément à une personne handicapée. En fait, ils voient juste le chien, ils le trouvent ou trop mignon, ou ils sont intrigués pourquoi le chien est une cape et dans un lieu public où il devrait pas avoir de chien. En fait, en venant nous parler, ils se rendent compte qu'ils peuvent nous parler. Et que tu peux répondre, comprendre et avoir une relation, une discussion, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que moi, c'est un des trucs que je te l'ai pas dit tout là, mais c'est un des trucs qui m'a choquée. Comme je disais, je suis handicapée de naissance, donc j'ai jamais connu sans le handicap. J'ai toujours vécu avec mon handicap. Je suis en fauteuil roulant depuis mes 5 ans. Donc ça fait longtemps que je suis en fauteuil roulant. Donc j'ai pas de souvenir de moi sans être en fauteuil. Enfin, je veux dire, c'est mon quotidien depuis toujours. Bien sûr. Et la première fois que je suis sortie de la rue je te promets, parce que le stage, il était dans une petite ville, c'est un peu un monde à part, on était dans notre bulle pendant 15 jours, puis on était tous handicapés, tous avec nos chiens, donc voilà, c'était un peu particulier. Quand je suis revenue chez moi, avec Lexi, une des premières fois que je suis sortie de la rue, j'étais choquée, mais dans le bon sens, et en fait, c'était la première fois de ma vie que les gens dans la rue, ils me souriaient, ils ne changeaient plus de trottoir. En fait, j'avais pas conscience de ça. J'avais pas tilté, en fait, qu'avant, les gens changeaient de trottoir et faisaient une tête de 4 pilons quand ils me voyaient parce que c'est pas méchant, forcément, mais c'est oh la pauvre, elle est en fauteuil, que sa vie va être triste, ou oh là là. C'est de la compassion. Oh là là, c'est contagieux, j'éloigne mon enfant vite parce qu'il y en a encore qui pensent malheureusement que le handicap peut être contagieux ou dangereux ou qui ont vraiment peur, certains. Et en fait, là, juste les gens voyaient le chien et me souriaient. Et c'est vrai que c'était moi, quoi. Et c'est un truc que j'avais pas conscience avant d'avoir Alexis. Donc,
ça change vraiment beaucoup le regard. Donc voilà, c'est les 3 domaines sur lesquels elle m'apporte. Et aussi, ça c'est le dernier aspect, mais qui revient un peu sur le côté sécurité. C'est triste à dire, mais quand on est en fauteuil, on est quand même, c'est marqué sur notre front qu'on est vulnérable. Ouais. Et moi, ça m'est déjà arrivé qu'on essaye de me voler mon sac, qui était sur le fauteuil, accroché au fauteuil. Et ce jour-là, en fait, Lexi a juste tourné la tête vers la personne qui s'approchait, que moi, j'avais pas du tout remarqué. Et en fait, la personne a lâché mon sac et l'a remis sur mon fauteuil quand Lexi s'est approchée de la personne en question. Parce qu'il a dû avoir peur du chien. Voilà, un nom du chien n'est pas là pour faire peur, mais disons que ce jour-là, niveau sécurité, j'étais contente d'avoir un chien, quoi. Oui, c'est sûr qu'elle est pas dressée, on le rappelle, hein, ils sont pas du tout dressés pour faire peur, ni pour te protéger, attaquer ou autre. Hein. Moi, je le dis souvent, mais c'est vrai que ça fait une présence et que du coup, les gens peuvent être. C'est un golden, donc ça reste un chien de taille moyenne, d'une trentaine de kilos. Donc, quand on a peur des chiens, ça peut être impressionnant, quoi. Oui, ça reste un golden de 30 kilos. Donc, c'est vrai que le regard au moment où quelqu'un a dû te prendre ton sac, ça marche pas à tous les coups, mais sur ce coup-là, ça a fonctionné en tout cas. Donc voilà, et donc c'est assez rassurant. C'est un côté rassurant. Bon, en tout cas, on voit bien sur tous les domaines, comme tu le disais, et puis moi j'atteste et j'approuve absolument le troisième domaine, puisque c'est comme ça qu'on s'est parlé, qu'on s'est rencontrés. Ouais, d'ailleurs, on s'est rencontrés. Et je m'en rends compte aussi, c'est vrai que j'aurais pas forcément eu l'occasion de rencontrer la Manon sans Lexi, pas parce que j'aurais pas voulu ou que j'avais des préjugés, mais on n'aurait pas eu l'occasion d'échanger sur les chiens. On n'aurait pas eu le lieu, le sujet, Et puis l'occasion de se voir aussi, de partager des détentes avec les autres chiens que moi j'ai eus, de se croiser dès qu'on peut dans des lieux accessibles. C'est vrai que j'en ai pas parlé aussi, donc il y a le lien social, il y a 2 moments, il est dans les moments où Lexi travaille entre guillemets, donc elle m'accompagne au quotidien. Et après, Lexi a aussi des moments donc de détente, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, elle est au parc, où voilà, elle est dans des endroits où elle peut courir, elle est en liberté, elle peut renifler, elle peut jouer avec d'autres chiens. Comme les chiens guides, du coup. Voilà. Souvent, on rencontre des gens qui ont d'autres chiens, des maîtres de chiens, et là aussi, ça fait du lien social énormément, quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Ben oui, tout à fait, et qu'on a partagé, je mettrai les photos sur l'article de blog, les photos de nos divers détentes. La pluie. Souvent pluvieuses, en effet. Aujourd'hui, on enregistre, il fait beau. Mais ça valait le coup. Oui, à chaque fois, les loulous que j'avais en relais s'entendaient très bien avec Lexi, donc ça a jamais été... C'était pluvieux, on avait les capes de pluie chacune. Ouais. Et aussi, dernier point, parce que j'y pense maintenant, dans les aspects positifs du chien d'assistance, faut savoir que quand on a un handicap qui est relativement lourd, comme le mien, le handicap c'est le mien, mais il impacte quand même toute la famille, parce que le handicap c'est contraignant à plein de niveaux différents. Et c'est vrai que pour la famille, en fait, le chien d'assistance, c'est cool aussi, parce que c'est sympa d'avoir un chien, et je pense que ça apporte aussi aux autres membres de la famille, même si moi je vis seule. Enfin, Lexi voit ma famille comme moi je la vois, mais je pensais plutôt aux chiens d'assistance qui sont remis à des enfants dans des familles, pour le coup. Oui. Le chien d'assistance, même si c'est le chien du bénéficiaire, il a un impact positif sur toute la famille. Ouais, on en a pas mal parlé le mois dernier avec Capucine et Géraldine. Ah oui. Où Capucine est bénéficiaire de Mani, de son Wonder Mani. Alors c'est pas Super Lexi, mais c'est Wonder Mani. Qui est un chien d'éveil. Qui est un chien d'éveil handi-chien. Et puis on en a aussi parlé avec Romain et sa chienne d'assistance plutôt côté diabétique le mois dernier aussi. Naya, qu'on connaissait aussi, qui était une ancienne future chien guide. Mais du coup, c'est vrai que les deux ont témoigné, comme tu le dis, que c'était pas un apport uniquement individuel, même si dans le cas du chien d'éveil, le lien est encore plus fort. Ça, Géraldine et Capucine nous l'ont bien expliqué. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un impact sur la famille en entier, quoi, parce que comme tu dis, tu appartiens à ta famille dans tous les cas et ils vont croiser, et notamment là, je crois savoir que depuis le Covid, c'est plus que hebdomadaire que tes parents vivent avec Lexi, oui. Parce que voilà, il y a eu quelques déboires depuis mars 2020 qui sont pas liés en tant que tels à la Covid, mais qui sont liés à la crise. Enfin, je sais pas si tu veux nous en parler, mais Et il y a eu la crise du Covid, et moi, dans ma vie personnelle, il y a eu un autre changement, c'est que j'ai fait une neurochirurgie à l'étranger, et donc je suis actuellement en période de rééducation, et le chien, en fait, ça c'est un truc auquel j'avais pas du tout pensé avant d'avoir un chien, c'est qu'en fait le chien, ça je trouve ça top,
c'est que je peux l'intégrer dans ma rééducation. Genre, je peux marcher un peu, il faut que je m'entraîne à marcher pour travailler mon endurance. Mais il faut savoir que pour moi, la marche, c'est pas naturel, c'est plus comme un exercice de sport pour quelqu'un de valide. C'est un truc un peu fatigant, je suis très lente, enfin, c'est pas forcément un truc que j'ai envie de faire, mais bah tout de suite je dis bah je fais le tour de mon immeuble avec le chien, c'est plus sympa. Quand je fais des exercices, faut que je sois à genoux dressés, bah je caresse le chien en même temps, donc ça m'aide à tenir la posture. Enfin voilà, quand je fais des exercices, elle peut m'apporter le matériel. Et tout de suite, faut savoir que pour quelqu'un qui a mon handicap, qui fait de la rééducation depuis mes 6 mois, enfin un truc comme ça, donc toute ma vie, je ferai de la rééducation. Donc ça peut vite devenir répétitif et voilà. Bah, c'est super parce que tout de suite, bah, c'est plus motivant avec un chien qui est ravi d'ailleurs d'apporter des objets. Quand je fais des pauses, de venir pour que je la caresse. Encore une fois, je disais, c'est des contraintes positives du chien, de sa présence qui nous poussent à se dépasser dans le bon sens. Et j'y pensais aussi par rapport à l'aspect lien social. Oui. Moi, j'ai choisi de faire des démonstrations pour l'association Handichien avant le Covid. Donc, c'est des événements ou dans des entreprises ou dans différents lieux. En fait, on est là pour parler de l'association Handichien, faire connaître et aider pour avoir des dons, etc. Et en fait, dans ces moments-là, bah déjà, c'est génial parce que moi et tous les autres bénéficiaires Handichien, faut le rappeler, on a la chance de bénéficier de nos Handichiens gratuitement, alors que la formation du chien coûte très cher et l'achat et les soins du chien pendant 2 ans coûtent cher. Nous, on a nos chiens gratuitement, donc moi, j'aime beaucoup le fait de faire des démonstrations, d'un peu redonner mon temps et de redonner à l'association. C'est pour ça aussi que j'ai créé sur les réseaux sociaux la page de Lexi pour la faire connaître. Ouais. Et lors de ces démonstrations, en fait, j'ai remarqué qu'on parle du chien, comme on le fait là, on parle du rôle du chat, mais en fait, en parlant du rôle du chien, on parle du handicap et des contraintes du handicap et comment le chien aide, en fait. Exactement. Et c'est un super moment aussi pour sensibiliser, en fait, par ricochet au handicap. Et ça, c'est super aussi, je trouve. Voilà, parce que le handicap est encore trop tabou, à mon goût, dans la société actuelle, même si ça progresse. Oui. Mais on a une marge encore de progrès importante. Ah, c'est sûr que la marge de progrès est importante et c'est intéressant justement, comme tu le dis, d'approcher le handicap par ce chien qui est du coup un animal qui fait beaucoup plus parler que le handicap et qui permet justement d'aborder toutes ces thématiques un peu difficiles. Tu parlais de ton opération à l'étranger qui était pas une mince affaire, hein, il faut le rappeler, c'est quand même assez lourd. Tu en parles comme ça parce que voilà, ça s'est super bien passé. T'as dû aller le faire à l'étranger parce que c'était pas existant en France, c'était pas forcément conseillé en France. Donc voilà, il y a aussi derrière le handicap, il y a aussi toute la gestion du handicap qui est assez lourde pour toi. Une lourde logistique. Dans le handicap, il y a toujours 2 niveaux. Moi, ce que je dis, il y a toujours les conséquences du handicap direct. Le fait, par exemple, que je marche très peu, donc je suis en fauteuil, ou que j'ai moins de force au niveau des bras, ça, c'est des conséquences directes de mon handicap. Et puis, il y a le second handicap, ce que j'appelle, c'est toute la lourdeur administrative et toute la lutte contre les préjugés. Donc moi, j'ai 20 ans, donc c'est pas si vieux que ça. J'ai une vingtaine d'années pour que j'aille à l'école et que je sois scolarisée dans ce qu'on appelle milieu ordinaire, entre guillemets, milieu classique, entre guillemets. Ça a été une bataille de tous les instants et un peu tout avec le handicap est compliqué, toute la logistique est compliquée. Et là, pour me faire soigner, donc pour ceux qui ont une paralysie cérébrale, qui nous écouteraient peut-être, j'ai fait une SDR, une opération qui s'appelle une SDR que j'ai choisi de faire à l'étranger. Encore une fois, c'est pour se faire soigner, il faut aller à l'étranger. Tout avec le handicap est compliqué et c'est pour ça qu'on est ravis d'avoir un chien qui apporte un peu de légèreté, un peu de gaieté à ce quotidien, parfois très lourd, même si on peut faire plein de choses avec le handicap. Et justement, par rapport à Lexi et son arrivée, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris, que tu as découvert dans cette aventure auprès de Lexi, auquel tu t'attendais pas forcément ? Il y a un truc auquel je m'attendais pas, c'était le fait qu'elle anticipe autant. En fait, j'avais pas conscience que le chien pouvait avoir autant conscience de mes limites, enfin par rapport à mon handicap. Par exemple, quand Alexis m'apporte un objet, la commande technique qu'elle fait le plus souvent, c'est le rapport d'objet. Elle sait parfaitement me rapporter l'objet à la bonne distance de la main pour pas que j'ai trop à tendre le bras. Moi, j'ai une main qui fonctionne mieux que l'autre spontanément. Enfin, très vite, elle a compris de m'apporter l'objet dans la bonne main. Parfois, elle anticipe aussi les commandes et c'est assez génial à vivre parce que c'est de la fatigue en moins, c'est des trucs. Voilà, avec le handicap, on pense à tout le temps. Il y a une charge mentale énorme de mettre à charger le fauteuil, à
prendre les rendez-vous médicaux, à réserver le transporteur parce que les transports en commun sont pas accessibles et 20 000 autres choses. Et quand on demande à son chien, par exemple, d'apporter, c'est l'exemple qui me vient en tête, les chaussures, et qu'il nous voit mettre les chaussettes et qu'avant même que je lui demande, il a apporté les chaussures, bah c'est génial, c'est de la fatigue en moins. Ça, je m'y attendais pas qu'il s'adapte autant au handicap. Et le regard des gens, je me doutais qu'en ayant un golden tout mignon à côté du fauteuil, le regard des gens allait changer. Je ne pensais pas qu'il allait changer à ce point-là et que le comportement des gens allait énormément changer. En bien, hein, je suis agréablement surprise dans les deux cas. Dans ton quotidien d'étudiante, parce que tu mènes de front toute cette vie-là bien complète, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Est-ce que tu as vu des choses que tu t'attendais pas non plus à voir sur cette vie active qui aujourd'hui n'est pas encore professionnelle mais étudiante ? Bon, oui, clairement au niveau de l'intégration, ça aide parce qu'on passe de la personne en fauteuil relativement lourdement handicapée, voilà, comme je dis tout à l'heure, je parle pas toujours bien, je bave, je tiens pas bien assis, je suis dans un très gros fauteuil qui fait 200 kilos. Enfin, visuellement, quelquefois, ça fait beaucoup pour les gens, ils sont désarçonnés, et pas forcément, mais voilà, ils savent pas. Et le chien, tout de suite, ça fait... Encore une fois, c'est un impact indirect sur mes études, mais clairement, si j'avais pas eu le chien avec la douleur chronique, il y a plein de matins, je me serais pas levée, je serais pas allée en cours. Si j'avais pas eu le chien pour me dire, allez, faut me lever pour sortir le chien, et une fois que je dors, je me dis, bon, allez, je vais essayer d'aller en cours si j'y arrive, et finalement, je suis en cours et... Oui, donc Lexi passe ses journées en dehors des télétravails en cours justement. En cours, elle a une partie où elle m'aide, donc elle m'aide à me déshabiller. Donc maintenant, je ne crève plus de chaud parce qu'avant, en hiver, j'avais un grand dilemme. C'est-à-dire que les sorties que je faisais non accompagnées, où j'étais pas avec des amis ou pas avec de la famille, je mettais mon manteau pour ne pas avoir froid dehors. Et quand je rentrais dans un lieu chauffé, comme je pouvais pas forcément enlever le manteau si j'étais trop fatiguée et tout, certains jours, je devais faire le choix, entre guillemets, ou ne pas avoir de manteau dehors et ne pas crever de chaud à l'intérieur, ou vice versa. Et donc, par exemple, donc voilà, ça c'est un truc qui a changé avec Lexi, c'est que maintenant j'ai le luxe de pouvoir avoir chaud dehors et pas trop chaud à l'intérieur parce qu'elle sait m'enlever mon manteau. Donc elle m'enlève mon manteau, par exemple, elle peut me prendre ma trousse dans mon sac. Et une fois que le cours commence, là c'est la sieste pour Lexi. Jusqu'au changement de cours suivant, il faudra me redonner mon sac, elle me redonne mon sac et pour elle se dormir, elle est très discrète et ouais, elle fluidifie ton quotidien. parce que des gens visualisent pas forcément, mais qu'est-ce qu'elle fait en cours voilà, c'est pas un chien comme un chien de compagnie quelquefois qui peut être très vif. C'est des chiens qu'on leur a vraiment appris à être calmes et... Oui, quand j'ai des chiens en relais au bureau, c'est pareil. Une fois que moi je suis à mon bureau et que je me mets à travailler, ben c'est l'heure de la sieste pour eux. Plus ou moins bruyamment, ils ronflent parfois. Mais à part ça, c'est leur occupation de la journée. Et en effet, comme tu le disais, cet exemple du manteau est quand même assez... Enfin voilà, c'est des choses, on se rend pas compte. C'est vrai que enlever son propre manteau quand on est en fauteuil, qu'on n'a pas une grande mobilité et que ça peut être très fatigant. Toi, c'est quelque chose sur laquelle tu faisais l'économie avant. Donc voilà, ou sinon, il fallait que je demande à quelqu'un, mais ça veut dire à chaque changement de cours, on sort la salle de cours, on passe dans un autre bâtiment, on passe à l'extérieur. Ça veut dire qu'à chaque cours, je devais demander à quelqu'un de m'aider pour l'enlever, m'aider à le mettre. Alors certes, je le faisais aussi certains jours parce que voilà, avec mon handicap, j'ai des limites et il y a certaines choses pour lesquelles j'aurais toujours besoin d'aide. Mais c'est pesant psychologiquement et ça impacte les relations de toujours demander à quelqu'un. Et c'est génial de pouvoir juste demander au chien. En fait, c'est un truc que j'ai remarqué. Tu me disais toujours, enfin, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai découvert? Il y a un truc auquel je m'attendais pas du tout. Donc, comme je disais, le handicap, moi, toute ma vie, il y aura des trucs pour lesquels j'aurais besoin d'auxiliaire ou d'aide de mes proches. Dans ces moments-là, le handicap, il est pesant parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on est censé savoir faire si on n'était pas handicapé, qu'on ne peut pas. Ouais. On est obligé de demander à l'autre de solliciter, c'est pesant. Et en fait, le chien, il aime, on dit travailler, mais en fait, pour eux, c'est du jeu. Et en fait, le chien, ça l'amuse. J'ai un souvenir je fais tomber un truc, ce qui arrive très fréquemment. Le chien me le ramasse. Je repose le truc sur la table, mais je devais être fatiguée, je fais pas attention. Et je visualise mal les distances et tout. Je refais tomber le même objet. Si j'avais dû demander à quelqu'un, évidemment, la personne l'aurait fait, me l'aurait ramassé, mais quand on interrompt 2 fois quelqu'un en 30 secondes de son activité, c'est un peu contraignant.
Le chien, lui, trop cool, tu l'as fait tomber une deuxième fois. Et je me rappelle que involontairement, je l'ai fait tomber une troisième fois. Et elle était trop contente. Et en fait, c'est cette bascule un peu qui est assez top du handicap, qui est une contrainte pour nous et puis pour l'entourage, malgré tout, qui pour le chien, en fait, devient un truc trop fun. Ah bah, tiens, je vais pouvoir l'aider. Et ça, c'est super cool à vivre au quotidien, quoi. Oui, et puis ça allège le quotidien de cette, tu dis, de ce poids d'être dépendant. Du coup, t'es dépendant de Lexi, mais Lexi, elle, pour elle, c'est pas une contrainte, en fait. Et puis, en fait, comme Lexi, il est toujours avec moi quasiment, j'ai pas à attendre que l'auxiliaire de vie soit là, que mon proche soit disponible. Lexi, il est disponible tout le temps et donc on perd pas de temps. Il y a des choses que je fais beaucoup plus rapidement depuis que j'ai Lexi, en fait. Et au quotidien, voilà, faut s'imaginer que si l'habillage, le déshabillage, c'est 3/4 d'heure, matin et soir, si ça passe à 20 minutes, c'est déjà énorme. Et mis bout à bout, si l'objet que je fais tomber, moi, il aurait fallu que je me lève, que je me baisse, que je prenne le risque de tomber, ça aurait pris 1/4 d'heure, ça prend 10 secondes avec un chien. En fait, c'est un temps fou de gagner à la fin de la journée et de l'énergie qu'on a pour autre chose. C'est ça. Pour des vrais projets, pour des choses intéressantes, en fait. Passer de l'énergie pour le quotidien, c'est pas très intéressant quand on est handicapé. Oui, c'est de l'énergie économisée grâce à Lexi que tu peux du coup réinvestir dans ton quotidien d'étudiante tout simplement, ou alors simplement avoir des loisirs. Ça fait aussi partie de la vie. Ouais, quand on est handicapé, quelquefois on aimerait bien avoir un peu plus de temps pour ça, entre les soins et le reste. Mais oui, tu le disais, entre les nombreux rendez-vous médicaux, tu nous en as parlé, hein, et ça fait aussi partie de ton quotidien. Ouais. Et ça fait aussi partie des endroits où Lexi a sa place, en dehors des blocs opératoires, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai remarqué quand elle est là à l'hôpital et que je suis dans une salle d'attente, parce que l'hôpital, on attend souvent, on est patient, comme le nom l'indique. En fait, le chien, alors, normalement, il ne faut pas caresser un chien d'assistance sans avoir demandé au bénéficiaire avant, parce que ça peut perturber son travail. Mais j'ai remarqué qu'on a un chien dans une salle d'attente, même si des gens ne caressent pas juste la présence amusante ou apaisante d'un chien. J'ai remarqué dans une salle d'attente, les autres patients, ils étaient contents. Même dans le milieu hospitalier, le chien, apporte quelque chose et c'est top, quoi. C'est sûr. Bon, en tout cas, on voit tout ce que ça t'apporte dans tous les aspects de ton quotidien. Honnêtement, je pensais qu'elle m'apporterait, parce que sinon j'aurais pas fait la demande, mais je pensais pas que le chien m'apporterait autant, vraiment. En tout cas, là, on a un joli panorama de tout ce qu'elle fait et je pense qu'on n'est pas du tout exhaustif. Est-ce que tu pourrais me dire s'il y a un moment où justement tu as été bluffée par Lexi et qui reste un souvenir assez marquant pour toi ? Est-ce que je peux en donner 2 ? Bah oui, bien sûr. Alors, justement, le premier, c'est dans le milieu hospitalier. J'avais un rendez-vous dans un cabinet qui n'était pas accessible, parce que si étonnant que ça puisse paraître, les lieux médicaux sont loin d'être accessibles, malheureusement. Moi, j'ai l'immense chance de pouvoir marcher un peu. Donc, c'était un rendez-vous à l'étage avec un ascenseur trop petit pour mon fauteuil. Donc, j'ai laissé mon fauteuil roulant en bas. Mais le problème, c'est que quand je marche, j'ai besoin d'être technique, donc déambulateur canne. Donc, en gros, faut visualiser que j'ai les mains prises. Et comme j'ai pas beaucoup d'équilibre, je ne peux pas porter mes affaires. Et à ce rendez-vous-là, je devais amener un gros dossier médical en version papier. Ça aurait été trop long à scanner. Et je me suis retrouvée dans une vraie difficulté qui est, quand je disais la logistique du handicap, c'est qu'il faut penser jusqu'à ce point-là. Comment je fais pour transporter le dossier de mon fauteuil roulant qui est dans le hall de l'immeuble au cabinet du médecin qui est au 2e étage dans un couloir machin. Et là, c'est une vraie difficulté. Moi, physiquement, je ne peux pas porter le dossier en plus de marcher. J'avais mis un petit porte-clés accroché au dossier médical. Elle a tenu le porte-clés, elle a porté le dossier médical. Ça a permis que je fasse la consultation. Quelquefois, on me dit, mais pourquoi vous voulez venir avec votre chien Les gens ont moins l'idée qu'un chien guide. C'est plus facile pour eux de comprendre en quoi le chien aide. Mais voilà, là, si j'avais pas mon chien, j'avais pas mes affaires. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième moment, c'est que j'étais en train de monter un escalier. Ouais. Donc, encore une fois, j'ai la chance d'être capable de monter un escalier. Sauf que j'étais en train de monter l'escalier, il y avait un objet dans l'escalier, en fait. J'avais pas vu avant de monter. Quand une fois on parle de la logistique, avant de monter dans l'escalier, j'avais pas vu qu'il y avait un objet qui avait été posé sur les marches. D'accord. Et moi, j'étais pas capable de l'enlever, mais j'étais pas capable non plus, si j'appelais quelqu'un pour m'aider à l'enlever, de rester debout trop longtemps. J'aurais trop fatigué.
Et encore une fois, le temps que j'étais dans une grande maison, avec des proches qui étaient géographiquement, entre guillemets, loin, le temps qu'ils arrivent, etc., en fait, j'aurais trop fatigué et j'aurais pu tomber. Et donc, j'ai demandé à Alexis d'aller me ramasser l'objet pour pas que je reste trop longtemps debout. Et que tu puisses passer... Ça m'a évité une belle chute. Ouais, et que tu puisses continuer à monter l'escalier que tu avais entrepris. Voilà, là, encore une fois, on parle de la logistique du handicap. C'est, voilà, là, j'aurais dû regarder avant de monter dans l'escalier si je me mettais pas en danger. Et voilà. Oui, beaucoup d'anticipation et du coup... Il y a beaucoup de situations, en fait, si elles sont pas anticipées, qui peuvent devenir vite problématiques, en fait. Et avec le chien, justement, notre autonomie, elle grandit et les situations problématiques, elles sont un peu moins nombreuses. Ouais. Et c'est assez reposant au quotidien. Encore 2 belles illustrations de cas concrets dans lesquels Super Alexis a été de toute utilité, avec de la gaieté, parce que quand elle fait ça, elle adore, quoi, tout simplement. Et est-ce que y a une ou plusieurs rencontres assez exceptionnelles que t'as fait grâce à Alexis que t'aurais pas forcément fait? Oh, j'en ai pas une, j'ai rencontré énormément de monde grâce à Alexis. Autant d'autres bénéficiaires handichiens à qui je fais coucou s'ils écoutent ce podcast et qui se reconnaîtront, comme des bénévoles de l'association, ou des bénévoles d'autres associations comme toi, puis aussi des gens qui ont des chiens, pas forcément d'assistance, que j'ai rencontrés, que j'aurais jamais rencontré sinon, et c'est assez top. Trop de monde pour pouvoir le citer, mais ouais, un lien social énorme. Ouais, ça t'a apporté du coup toute cette ouverture sociale sur le monde des humains via le monde canin en fait. C'est ça qui est fort. C'est ça. Du coup maintenant par contre j'ai quasiment que des amis qui aiment les chiens. Voilà, mais bon. Ça fait une petite sélection. C'est ça, voilà. À la fin de ce podcast, je demande quel est ton pire et ton meilleur moment avec Lexi. Le meilleur moment avec Lexi, j'en ai pas un précis parce qu'en fait ce que je trouve le plus génial avec un chien d'assistance, c'est vraiment cette complicité qu'on a, qui a un truc un peu... je pense qu'on peut avoir avec un chien de compagnie, mais du fait qu'on stimule beaucoup le chien, que le chien ça l'amuse, il est content de le faire, et qu'aussi le fait qu'on a de la chance que nos chiens nous accompagnent partout, le fait d'être quasiment H24 avec lui, ça crée un lien très très spécifique et ça c'est top. Et je dirais, j'aime autant être avec mon chien dans les moments dits de travail, donc vous verrez un chien capé, calme et silencieux, mais content de faire ce qu'on lui demande, que dans les moments dits de détente où le chien fait sa vie de chien, il renifle, il joue avec d'autres chiens, il court. Dans l'un comme l'autre moment, c'est super, quoi, parce que non, j'ai pas de moment préféré, c'est le quotidien en fait qui est top. Et ton pire moment, est-ce que tu en as un? Ah, mon pire moment, oui, j'en ai un en tête. On était dans un parc, donc justement, Alexis était en liberté. En liberté, quelquefois, on peut faire quelques petites bêtises. Et voilà, je disais tout à l'heure que Lexi avait conscience des limites de mon handicap pour pouvoir m'aider, mais elle a aussi conscience des limites de mon handicap pour faire des bêtises. Voilà, c'est un double tranchant. Et elle était allée se rouler dans de la crotte parce qu'elle adore ça. Et donc, elle était revenue vers moi, toute crottée de partout avec l'odeur qui va avec. Sympa. C'était assez répugnante. J'avais une demi-heure à pied, enfin en fauteuil pour moi, du parc à chez moi. Et j'ai dû faire une demi-heure de trajet avec un chien tout sale et tout puant au bout de la laisse. Donc là, j'étais pas très fière. Mais il faut préciser que pendant cette demi-heure-là, les gens n'ont jamais aussi bien respecté le fait de ne pas caresser ou de demander aux bénéficiaires avant de caresser que dans cette demi-heure-là. Voilà, c'était efficace de ce point de vue-là. Mais j'aimerais bien ne pas renouveler l'expérience. Lexi, si tu m'entends, parce que Lexi fait la sieste à côté de nous actuellement. Oui. Donc, si elle entend que, voilà. Une fois, c'était bien, 2 fois, je m'en passerai. Ça a permis aux gens de respecter cette petite consigne de demander avant de caresser. Mais bon, si ça pouvait être fait avec un chien non crotté, c'est tout aussi bien. C'est ça. Je tiens à préciser que quand je dis ne pas caresser, ça ne veut pas dire que mon chien n'est jamais caressé. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des moments qui soient concentrés. Parce que si on caresse trop le chien, mon chien qui adore les câlins, pensera énormément quand il sera dans la rue à aller vers les gens pour faire des câlins. Et oui. Et ça veut dire que si à ce moment-là, je fais tomber ma carte bleue et que je veux qu'elle me la ramasse rapidement avant que quelqu'un d'autre dans la rue me la prenne, parce qu'encore une fois, quand on est en fauteuil, on est quand même parfois une cible, on est vulnérable. Si le chien est en train de se faire caresser par quelqu'un ou est en train de réfléchir à qui pourrait le caresser, il va pas faire rapidement la commande et ça peut me mettre en danger. Enfin, ça peut me mettre ou en danger parce qu'il va tirer sur la haie et faire renverser le fauteuil, ou dans des situations compliquées. Donc, c'est vraiment important de demander avant de caresser.
Et ça veut pas dire que hors de ces moments-là, le chien n'est pas caressé. Quand il rentre chez moi ou quand il est chez les proches, c'est un chien lambda, il a plein de câlins. C'est une consigne même qu'on applique pour les chiens d'assistance, les chiens guides de la même manière. Je la recommande pour tous les chiens parce qu'on connaît jamais l'état émotionnel du chien dans lequel il est et voilà, c'est comme nous, on s'attend pas à se faire caresser la tête tous les 4 matins, c'est pareil. Surtout par des inconnus. Surtout par des inconnus vraiment au sens propre qu'on ne connaît pas et qui peuvent avoir des réactions dont on ne s'attend pas. Donc voilà, il y a des manières de faire et il y a ce petit conseil à appliquer avec tous les chiens guides, les chiens d'assistance et je dirais même aussi les chiens de compagnie parce que on connaît pas les animaux et c'est des êtres vivants comme nous, donc ils peuvent avoir des réactions comme nous. Ça peut vous mettre en danger le maître ou le bénéficiaire qui est en situation de handicap et... Voilà. Bon écoute Manon, je voulais te remercier vraiment pour tout cet échange. Merci à toi pour ce podcast. Merci. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te suivre alors Oui, Super Alexis Handi Chien sur Instagram ou sur Facebook. D'accord. Donc voilà, je parle de mon quotidien avec la maladie chronique, le handicap, mais surtout un super chien d'assistance. Et j'en profite pour remercier encore une fois la famille d'accueil de Lexi, bénévole qui a eu Lexi pendant 1 an et demi, à domicile, et l'éducatrice de Lexi qui ont fait un super boulot. Et tous les bénévoles d'ailleurs, parce qu'un chien d'assistance comme un chien guide, c'est une énorme chaîne de solidarité. Oui. Grâce à qui, en fait, en fin de compte, il y a un bénéficiaire qui profite d'un super chien. Et c'est top, et merci à tous. Qui lui fluidifie son quotidien. Et puis, il me semble aussi que la famille d'accueil de Lexi a eu l'occasion de la voir récemment. Oui. Puisque tu nous parlais de ton opération. Ouais, je suis partie une première fois à l'étranger pour une consultation. Lexi était dans une super famille d'accueil relais. Tu connais bien le principe des familles d'accueil relais. Oui, comme moi. Et après, Lexi, je suis repartie pour le coup me faire opérer hospitaliser. Et c'était pas possible que Lexi m'accompagne parce que pour le coup, c'était le service de soins intensifs. Donc Lexi est restée pour le coup dans sa famille d'accueil. Donc même si pour moi la séparation a été compliquée, c'était la première fois qu'on était séparés autant de temps, plus d'1 mois. Lexi était dans sa famille d'accueil, elle était très bien et c'est grâce à eux d'ailleurs que j'ai pu me faire opérer sereinement et c'est super. Et encore une fois là on voit la chaîne de solidarité qui ne s'arrête pas à la remise d'un chien. Non, c'est ce que j'allais dire et c'est ce que j'avais illustré aussi. Et je tiens à préciser parce que on me pose souvent la question. Moi, en tant que bénéficiaire, je suis en contact avec la famille d'accueil. Donc oui, la famille d'accueil est séparée du chien. Ça fait partie de sa mission. Voilà, de sa mission. Mais elle a des nouvelles du chien. Alors nous, on n'habite pas dans la même ville, mais je suis en lien et il n'y a pas une coupure totale. Bon, en tout cas, merci beaucoup Manon pour cette belle aventure. De rien. Et puis j'espère qu'on pourra se croiser pour faire une détente. Maintenant, on arrive à repérer les endroits accessibles et à anticiper pour toi les transporteurs. On souligne encore la dépendance. Et par ce beau temps en été, on n'aura pas la pluie. Mais par ce beau temps en été, bien sûr, on va récidiver pour des détentes en commun. On connaît les coins qui fonctionnent, parce qu'il faut aussi penser aux escaliers, aux marches, au sol, à la possibilité de rouler avec ton super fauteuil qui t'aide beaucoup, mais qui doit être compatible. Il y a ses contraintes et ses limites. La technologie, c'est super, mais ça a ses limites. Bon, en tout cas, merci beaucoup Manon. De rien. Et à très bientôt. À très vite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Manon pour son témoignage qui illustre toute l'importance d'un chien d'assistance, que ce soit pour les gestes du quotidien jusqu'à l'aspect vie sociale. D'ailleurs, pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver, comme d'habitude, dès maintenant, plein de photos de Manon et Lexi, avec nos détentes pluvieuses aussi, sur mon blog futurchienguide.fr. Ainsi s'achèvent les hors-séries de l'été. J'espère que ces épisodes sur quelques autres types de chiens d'assistance vous en ont beaucoup appris. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram @futurchienguide ou via un avis sur Apple Podcast. Ça me permettra peut-être d'en refaire d'autres, qui sait. Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous. Mais aussi de m'identifier sur Instagram. Lors de vos écoutes, je partage toutes vos belles stories. Alors à bientôt, dès la semaine prochaine, pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.